Bienvenue pour ce webinaire d'OpenCell 17. Donc, la version 17 qui est la dernière version sortie d'OpenCell, sortie ce mois. Au sommaire, on va, comme à chaque fois, nous allons présenter un petit peu la société, ce que fait OpenCell, pour ceux qui ne le savent pas déjà. Ensuite, nous allons parler de notre roadmap à plus ou moins long terme. Et vous présenter la V17 d'OpenCell. Nous enchaînerons ensuite sur une démo de notre tout nouveau module de Dunning. Et nous terminerons par une session de questions et réponses. Qui sommes-nous? Alors, OpenCell, vous le savez, c'est une solution quote to cash, c'est-à-dire que nous gérons toute la chaîne depuis la prise de commande et les devis jusqu'au recouvrement. Tout ceci en passant par le pricing, donc la tarification des événements, la constitution des factures, la gestion du compte client et des exports comptables. Moi, je suis Stéphane, donc je suis le VP Product chez OpenCell. Emmanuel est indisponible aujourd'hui, donc c'est moi qui vais vous accompagner pendant ce webinaire. Avec moi, il y aura Yacine et Nolwenn, nos deux product owners. Donc, pour reprendre le processus quote to cash qui est géré dans OpenCell, nous avons, comme je l'ai indiqué précédemment, la gestion des devis et des commandes, qui vous permettent donc de prendre l'information du client et pour permettre ensuite de créer ses souscriptions et ses abonnements et gérer le cycle de vie de ces souscriptions avec la gestion des usages, etc. Toutes ces événements de valorisation, que ce soit les abonnements ou les usages ou les charges exceptionnelles, sont agrégés dans les factures. Les factures donnent lieu à des écritures comptables, etc. Nous gérons aussi les demandes de paiement et les réponses des banques. Et tous ces événements peuvent être envoyés dans du reporting, notamment du reporting comptable, mais aussi toute autre sorte de reporting. Notre vision produit. Alors, nous centrons notre vision autour de l'expérience utilisateur. C'est ce qui est le plus important, surtout à partir de cette V17, où, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, nous avons commencé à amener de nouvelles versions des écrans, plus modernes et plus conviviaux. Nous avons 4 axes. En dehors de ça, nous avons 4 axes de développement. Donc, consolider les fonctionnalités entreprises, notamment les fonctionnalités liées à la verticale énergie, la facturation électronique, la reconnaissance de revenus et le recouvrement. Nous continuons dans notre démarche pour devenir un acteur SaaS à part entière. Donc en revoyant notre architecture, en améliorant les procédures de migration, la gestion de la sécurité et des permissions. Également, nous continuons à travailler sur nos intégrations avec les systèmes externes, évidemment Salesforce, tous les connecteurs de paiement comme Stripe, PayPal, Ingenico, Worldline, etc. Nous avons également toujours notre riche bibliothèque d'API qui nous permet de nous interconnecter avec des systèmes externes, tels des tunnels de souscription, des self-care ou des sites de e-commerce. Une dernière branche que nous essayons de développer, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer notre expérience utilisateur à travers un chatbot lié à notre documentation. Et nous réfléchissons également
à inclure, l'intelligence artificielle dans d'autres aspects d'OpenCell. Ça reste prospectif pour l'instant. Alors, pour vous aider dans l'intégration et l'implémentation d'OpenCell, et la mise en place, nous avons, donc notre équipe du Customer Success, avec 3 pôles principaux. Le support, qui est donc, quand vous avez dès que vous avez une licence OpenCell, vous pouvez poser des questions, à notre support pour vous aider, dans l'utilisation d'OpenCell. Nous avons un support standard et aussi un support avancé qui vous donne un accès facilité à nos consultants et à des ressources, plus techniques. Il y a bien sûr l'OpenCell Academy qui contient notre programme de formation, et vous avez aussi accès à des professional services, donc peut-être pour vous aider à implémenter, certaines fonctionnalités spécifiques à votre environnement, ou pour, étudier plus précisément certaines problématiques que vous avez. OpenCell, reste, reconnu par les grands cabinets comme Gartner ou MGI, comme étant un acteur, sur la place, du billing international. Maintenant, attaquons plus le vif du sujet. Alors, aujourd'hui et demain, nos projets à moyen terme, c'est, beaucoup l'amélioration de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur, heu, la facturation électronique qui, comme vous le savez, va est une échéance qui concerne tous les acteurs à plus ou moins long terme, vu que je crois que les dernières, dates qu'on avait eues, c'était 2026 ou 2027 en fonction des sujets, et la reconnaissance de revenus, pour faciliter l'intégration avec, les BI et les systèmes financiers. Maintenant, OpenCell 17. Alors, OpenCell 17, je vais commencer par le petit encart jaune ici. C'est important de le noter, nous avons fait une grosse mise à jour technique, de nos frameworks, en passant donc, sur des versions récentes de Java, Wildfly. Wildfly, c'est le serveur d'application. Keycloak, donc le serveur d'identité, Postgre, la base de données, Jaspersoft qui nous permet de générer les fichiers PDF, Material UI qui est la bibliothèque que nous utilisons, pour nos nouveaux frontaux. Ces mises à jour, hem, posent des problèmes de compatibilité avec les versions précédentes, notamment si vous avez des scripts spécifiques, puisque le fait de monter de version de Wildfly, rajoute des contraintes, notamment apportées par les mises à jour d'Hibernate, donc la couche, entre, le dev et la base de données, qui est beaucoup plus, on va dire beaucoup moins flexible sur, notamment le formatage des dates et cetera. Bon, si vous posez plus de questions, heu, nous pourrons vous donner plus de détails, dans d'autres réunions dédiées. Donc les principaux sujets qu'apporte, cette V17, c'est au niveau des interfaces utilisateurs. Donc, comme je le disais, on a implémenté un storybook, des nouvelles interfaces, avec une ergonomie améliorée, heu et en même temps, nous structurons notre processus de développement de façon, on va dire, peut-être un peu plus industrielle vis-à-vis de cette partie front. Comme je dirais que l'utilisation d'outils d'outils standards du marché comme Figma, et l'implémentation d'un storybook, et l'utilisation d'Atomic Design.
Un point intéressant, c'est l'introduction des custom actions dans le portail. Les custom actions, vous les connaissez peut-être, c'est une fonctionnalité qui existait dans OpenCell depuis très longtemps, mais qui n'était pas accessible depuis le portail. Donc c'est la possibilité de rajouter, en plus des actions standards, vos propres actions sur les écrans standards d'OpenCell. De la même façon, vous pouvez rajouter des custom fields, donc des champs personnalisés. Là, ce sont des actions personnalisées. Côté catalogue, toujours lié aussi à la facturation électronique, nous ajoutons une meilleure gestion en tout cas des purchase orders, donc les bons de commande, sur les commandes, sur les souscriptions. C'est des informations qui doivent être portées ensuite sur la facture. Sur la gestion du poste client, nous avons donc le dunning, le modèle module de dunning qui, dans sa version 2, permet, en plus de faire du dunning à la facture, permet de faire du dunning au client. Donc de considérer l'ensemble de la dette du client plutôt qu'une facture, chaque facture individuellement. Nous avons également rajouté la gestion des traitements automatiques sur la réception de rejets de paiement, donc quand les retours de banque sont KO. Nous pouvons déclencher automatiquement des actions en fonction des codes rejets reçus. Nous avons mis à jour notre connecteur Ingenico vers Ingenico Direct et il est également possible maintenant de faire du lettrage partiel dans notre écran de lettrage. Nous avons continué à travailler sur l'intégration de S3. Donc S3, c'est le stockage type Amazon en mode objet, on va dire. C'est différent d'un file system standard. Ça permet d'être plus flexible sur certains points, sur l'archivage, etc. Et de déporter en fait le stockage dans le cloud plus facilement. Et de la même façon, nous améliorons aussi, alors ça c'est plutôt lié aux interfaces, c'est la gestion des permissions par page et par composant. C'est-à-dire que sur composants dans les pages, c'est-à-dire les boutons, les champs, etc. Ça, par configuration, on peut maintenant décider d'afficher ou de masquer tel ou tel champ dans nos pages, les pages du portail évidemment, ou de les rendre en lecture seule, en écriture, ou en écriture pour certains profils d'utilisateurs. Ça va vous permettre de créer des profils utilisateurs bien spécifiques qui auront vraiment accès uniquement à un certain nombre de fonctionnalités. Côté médiation, rating et billing, on a fait diverses améliorations. Nous avons fait revenir le numéro de facture temporaire sur les factures non validées. Ça a été une forte demande. À un moment donné, on l'avait masqué, on avait juste marqué draft à la place. Mais finalement, ce numéro est très utilisé. Donc on s'est assuré qu'il était bien généré au bon moment et affiché sur le portail. Il est possible aussi maintenant d'utiliser des accumulateurs. Donc les accumulateurs, c'est les compteurs incrémentaux, donc qui commencent de 0 et qui vont à l'infini, partagés au sein d'une hiérarchie. Ce qui n'était pas le cas avant. Bon, c'est un petit peu particulier si vous utilisez les compteurs. Sachez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ici qui est documentée également. Donc vous pourrez aller voir ça dans notre documentation. Les PDF générés sont maintenant au format PDF archive A1. Ça aussi, c'était une demande de longue date. Nous avons amélioré notre moteur de revalorisation. Il est possible donc de revaloriser des éléments déjà facturés. Alors évidemment, on ne peut pas réouvrir une facture qui a déjà été émise. Par contre, on fait les opérations de contrepassation nécessaires et on va générer soit un avoir, soit ce qu'il faut pour compenser. Et ensuite revaloriser les événements qui étaient sur la facture.
Ça peut être utile dans certains cas, notamment si vous avez déjà émis les factures et vous percevez a posteriori qu'il y a eu des erreurs de valorisation et vous n'avez pas forcément envie de calculer à la main les avoirs à envoyer au client. Notre format UBL est passé en version 2.2 et on inclut maintenant les extensions françaises également. Nous avons également travaillé sur nos jobs de facturation. Ils sont passés maintenant en version 3. Essentiellement, nous avons davantage découpé le processus de façon à pouvoir optimiser chaque élément du processus de facturation au maximum et à paralyser également au maximum les traitements. Côté comptabilité et reporting, analytics, donc on a fait des améliorations du manual matching, comme indiqué précédemment. La gestion des balances clients a été améliorée. Nous avons retravaillé les rapports. Et quelque chose d'intéressant qui apparaît sur nos nouvelles interfaces, ils ne sont pas sur les interfaces portail que vous connaissez déjà, mais qui sont sur les nouvelles interfaces. L'affichage du MRR, donc calcul et affichage du MRR. MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue, donc le revenu moyen mensuel, qui est calculé au niveau du client ou au niveau de la souscription. Et maintenant, il est visible directement dans le portail. Voilà. Nous avons aussi standardisé les formats d'export, le format des fichiers CSV notamment, qui est un paramétrage central qui est utilisé sur l'ensemble de nos exports, que ce soit les API génériques d'export ou les autres API spécifiques d'export qui sont utilisés derrière dans notre portail. Côté documentation, nous avons évidemment mis à jour notre documentation avec les nouveaux sujets de la V17, ce qui nous a permis de rajouter 63 nouveaux articles et de mettre à jour 136 des articles. Cette documentation est toujours disponible à travers l'interface de support. Il y a un lien sur la page de support qui permet d'aller vers la documentation, le Knowledge Center. Et nous avons également inclus un chatbot utilisant l'intelligence artificielle qui va peut-être vous aider à naviguer, à trouver les informations dans notre documentation. Donc maintenant, si on fait un focus donc sur nos nouvelles interfaces, c'est le projet que nous avons appelé Apollo 2, dont l'objectif est d'améliorer l'ergonomie de notre portail et donc de faciliter l'expérience utilisateur. Nous avons essayé de mettre en place une disposition, notamment à l'aide du X-Designer qui travaille avec nous, Lucille et Solène, qui ont beaucoup participé à la mise en place des processus et de tout le design des écrans. Donc on a essayé d'avoir une organisation beaucoup plus logique des écrans pour que l'utilisateur ait un accès direct aux informations les plus importantes et ensuite et évidemment également que ce soit plus esthétique visuellement et qu'il ait un accès simplifié aux différentes actions auxquelles il a le droit sur l'écran. Voilà. Nous avons également travaillé donc, avec la mise en place de Material UI 6 à homogénéiser les composants. Ça s'est fait à travers de la création du storybook. Donc maintenant, toutes les pages devraient avoir vraiment le même aspect. On essaye de supprimer tous les composants spécifiques qui ont été faits pour certaines pages et de les remettre sur des composants standards, de façon à avoir une expérience utilisateur beaucoup plus fluide et standardisée sur l'ensemble du portail.
Juste là, un petit comparatif des pages avant-après. Donc ça, c'est la page, c'est la vue 360 du client. Celle à gauche, c'est celle que vous connaissez déjà sur notre portail et à droite, c'est la nouvelle version, donc avec, une organisation un peu différente. On est moins organisé en onglets, mais on a plutôt un menu, enfin une page qui se déroule verticalement, parce que c'est ce qui se fait apparemment, maintenant et ce qu'on retrouve sur les différents sites web que vous avez pu utiliser, heu c'est le standard de fonctionnement. Vous noterez en haut dans le coin, ici, par là et là, nous avons un bouton qui permet de passer des anciens écrans aux nouveaux écrans. Comme ça, si vous êtes perdu, vous pourrez retourner à l'ancien écran pour retrouver vos petits. Donc comme je le disais, on travaille maintenant, en design system avec la constitution d'un storybook. Donc on utilise Figma pour faire nos écrans. Tout le travail de design des écrans est fait, dans Figma avec des processus, standardisés et les écrans sont ensuite validés par nos UX designers. Alors nous continuons à travailler sur l'ergonomie. D'ailleurs on voit, il y a déjà des différences entre la V17 et la future 17.1 ou 17.2, qui va sortir dans les mois à venir. On a réorganisé un petit peu, la page du client, histoire d'avoir plus d'informations visibles, en même temps, avoir un peu moins de perte d'espace. Heu, Ce qui va limiter aussi la quantité de scroll qu'il faut faire pour avoir les informations. Nous avons commencé à remplacer toutes nos listes par les listes, avec, le nouveau composant qu'on a mis en place. C'est un composant qui s'appelle AGGrid et qu'on va utiliser sur l'ensemble des listes. C'est un travail qui est toujours en cours. Là, sur la V17, on en a fait quelques-unes évidemment, donc sur les nouveaux écrans qu'on a rajoutés. Là, sur les versions en cours de développement, on est en train de passer vraiment l'ensemble des listes sur ce nouveau composant. L'intérêt de ce composant, c'est que, déjà, il offre beaucoup de possibilités en termes d'affichage et d'organisation des colonnes. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez déplacer vos colonnes, vous pouvez en rajouter, en enlever. Heu, Toutes les colonnes sont filtrables, hem, nativement, quasiment toutes les colonnes, à part peut-être quelques colonnes qui sont des champs calculés. À ce moment-là, c'est un peu plus compliqué, mais ça donne plus de flexibilité, on va dire, dans la constitution de nos grilles. C'est une première étape vers, la persistance des configurations. Heu heu, pour l'instant, les configurations ne sont pas persistées. Si vous rafraîchissez la page, vous retournez sur l'état initial. Heu, mais c'est déjà un grand pas, le fait d'utiliser ce composant, qui est standardisé, qui est géré par, une entreprise qui fait, enfin une équipe en tout cas qui fait vraiment que ça, qui travaille que sur ce composant. Ils sont spécialisés sur, les composants de grille. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose on va dire beaucoup plus, élégant au niveau des listes et beaucoup plus flexible. Donc ça c'était Apollo, donc notre nouvelle interface et nous avons maintenant un point à faire sur la facturation électronique. Bon et là, le spécialiste de la facturation électronique chez nous, c'est Emmanuel. Il n'est pas là, donc ça va certainement être un peu plus rapide que si c'était lui qui l'avait présenté. Mais globalement, ce qui est important de constater, c'est que, les régulations de facturation électronique sont en train de se mettre en place. Ça prend plus de temps que prévu, évidemment. Hem, il y a plusieurs étapes à ça, mais OpenCell, dès à présent, est compatible avec la facturation électronique. Nous rajoutons constamment des nouveaux champs, nous suivons l'évolution des standards.
et ce qui nous permet de générer donc des fichiers qui seront acceptables par les PDP. Les PDP, c'est les plateformes de dématérialisation qui sont l'interface entre les entreprises et les, le régulateur, enfin et l'État. Vous aurez les slides, donc vous pourrez lire tout le détail de ce qu'il y a écrit ici. Ce qu'on peut constater, c'est que le déploiement de la facturation électronique se fait petit à petit partout en Europe et sur des domaines différents. Certains pays vont implémenter plutôt le B2B, donc c'est le cas de ce qui est en train d'être mis en place en France. C'est l'implémentation du B2B. C'est déjà implémenté plus ou moins pour le B2J avec les plateformes Chorus. Et nous, de côté OpenCell, nous sommes compatibles avec la facturation électronique B2B et nous sommes en train de rajouter ce qu'il faut pour être compatible avec la facturation électronique B2J. Il y a plusieurs modèles on va dire, de fonctionnement de la facturation électronique. Les différents pays européens sont relativement libres en fait dans la façon d'implémenter la facturation électronique. Certains vont même demander une validation de l'État, donc ce qui s'appelle ici Tax Agency, avant d'émettre la facture et de l'envoyer au client. Ça ne sera pas le cas en France. De mémoire, c'est comme ça en Italie, peut-être au Portugal. D'autres pays vont implémenter donc, le fait de passer systématiquement par les agences gouvernementales, donc les tax agencies, pour la transmission des documents, sans aucune transmission entre le vendeur et l'acheteur. Nous, en France, on va toujours avoir comment dire, cet échange entre les vendeurs et les acheteurs. Et ça, cette mécanique, finalement, elle est essentiellement gérée par les PDP. Ce qui est important de savoir d'un point de vue OpenCell, c'est que nous sommes compatibles avec la facturation électronique. Nous avons tous les champs nécessaires. Quand les normes évoluent, on rajoute les champs, on fait les ajustements s'il y a des nouvelles valeurs, etc. Histoire de pouvoir toujours produire des fichiers qui sont acceptables pour la facturation électronique. Voilà, donc là c'est un schéma simplifié des échanges donc, avec OpenCell et le Global Compliance Partner, qui est donc la PDP. OpenCell envoie les informations d'invoicing et de e-reporting à la PDP qui elle, va communiquer avec les autorités de taxation. Nous passons maintenant au module de Dunning, donc la V2 Dunning qui est sortie avec cette version 17 d'OpenCell. Et je vais laisser la parole à Yacine qui va vous présenter le sujet. Bonjour à tous. Donc, le module Dunning, nous, on a écrit New Algorithm, New Design parce que sur cette version 17, on a enfin donné une version 2 qui prend en compte au choix de l'intégrateur ou du client, que ce soit par du recouvrement par facture ou par client, sachant que les montants qui sont issus rentrent dans une balance spécifique. Donc, il y a une autre notion dans OpenCell qui vient d'être intégrée, c'est la définition des balances clients. Et les clients, ils ont la main aussi de définir ces balances-là, et c'est à la base de laquelle le nouveau recouvrement peut être basé. C'est-à-dire, on va se baser sur une balance spécifique dans laquelle le client il peut intégrer ou supprimer des AO pour entrer dans ce calcul-là.
Le nouveau algorithme de notre recouvrement, il vient d'être facilité. Il est fait en trois quatre étapes pour être clair, précis pour tout le monde. Pour définir maintenant un plan de recouvrement dans OpenCell, il faut partir des règles d'entrée-sortie. C'est toujours ça à quoi on pense. Ça veut dire à quel montant le client ou la facture elle est, elle est sujette au sujet à un plan de relance et quel est le montant de la sortie. Donc on peut prendre un exemple. Vous allez avoir dans la démo, l'exemple qu'on a choisi, c'est 1000 euros pour avoir un plan de relance et 150 euros pour s'en sortir. Bien sûr, les clients, il a la main sur la configuration et il a la main aussi parce qu'il y a une partie automatique et intelligente qui fait que on peut sortir rapidement sans exécuter la totalité du plan de relance une fois qu'on est en dessous de la condition de sortie. Et grâce à nos jobs qui tournent en arrière-plan avec des timers définis par les clients facilement, c'est quasiment du real time quand on paye ou quand on fait des actions ou quand on sort des factures, on met des factures en litige, tout est pris en temps réel par notre module de recouvrement. On sait très bien que tous les clients ne rentrent pas, et là on voit le point B, tous les clients ne rentrent pas dans la même catégorie, ils ne seront pas poursuivis non plus avec les mêmes actions, avec les mêmes emails ou les mêmes scripts qui tournent. Donc, on a ici dans OpenCell la possibilité de segmenter nos polices de recouvrement sur quatre parties, c'est-à-dire la credit category, customer category, le payment method et les customer type, du type des clients VIP, des clients B2B, des clients qui payent par prélèvement, des clients qui sont des sociétés ou pas de sociétés. Et on peut mixer tout ça de telle façon à ce qu'on ait une police de recouvrement par catégorisation du client, au bon vouloir du client qui veut intégrer ces outils-là dans sa définition des polices de recouvrement. Donc après avoir le point A et B, maintenant on a la réalité des actions que le recouvrement peut faire. On a des actions, ce qu'on appelle des actions automatiques, qui sont l'envoi d'un mail avec des données bien sûr personnalisées par client, son nom, prénom, ses factures, ses adresses, à quel niveau il est, tout ça. On peut générer des PDF aussi si, s'il y a des templates de lettres déjà prédéfinis, on peut générer des PDF que les clients ils voudraient envoyer ou attacher à des mails qu'ils vont envoyer ultérieurement. Le plus intelligent des choses qu'on a faites, c'est d'exécuter des scripts. On a fourni un script en tant qu'exemple pour suspendre les abonnements du client, mais ce point-là peut être développé c'est-à-dire selon le besoin du client pour faire des scripts qui répondent, je pense, simplement à faire, par exemple, des pénalités ou rajouter des services de frais ou un truc comme ça qui peut être fait tout simplement. Et on a aussi la possibilité de faire une tentative de paiement pour les gens, spécifiquement pour les gens qui sont en direct debit, ça veut dire en SEPA, en prélèvement bancaire. Et il y a d'autres actions qui peuvent être manuelles, et les sujets des actions manuelles, c'est un sujet de fluidité, d'automatisation ou pas. Parce qu'il y a des clients qui veulent toujours avoir une action manuelle de telle façon à stopper l'exécution automatique et avoir la main à un moment donné, à une étape avant la fin ou la deuxième, troisième étape pour dire on va checker, quelqu'un va checker manuellement. Et donc nos plans de relance s'arrêtent sur ces actions. Et s'ils ne sont pas exécutés manuellement, le plan de relance il sera toujours dans cette étape en attendant que quelqu'un intervienne. On a fait un exemple simple, c'est plus juste pour faire un appel, ça veut dire qu'il faut passer un appel et après marquer l'action comme exécutée, sachant que tout ce qui est automatique, on est en train de le faire pour devenir manuel, ça veut dire l'envoi de mail peut être triggeré manuellement, l'exécution du script, si on veut l'exécuter en avance de phase ou l'annuler en avance de phase, on peut le faire. Donc, toutes les actions automatiques peuvent être exécutées manuellement en avance de phase et notre algorithme, il peut toujours calculer en temps réel, c'est-à-dire que les actions qui viennent derrière, leur temps, leur date d'exécution, ils seront mises à jour si on fait
des actions en avance de phase ou c'est-à-dire après la date prévue. Et aussi, si on fait une pause sur notre module de recouvrement, toutes les actions concernées ils vont être décalées avec le même nombre de jours. Donc, je vous invite vivement à tester ce module et à faire des retours parce qu'il a pris un certain temps à développer et on est très, très content du résultat qu'on a pour l'instant. On a bien sûr plein d'idées pour l'améliorer et comme j'ai dit, les scripts restent une très belle porte pour tous les intégrateurs, tous les clients pour faire exécuter les actions qu'ils veulent. On va vous présenter un exemple pour le Dunning sur un recouvrement client avec les nouveaux designs sur les pages des plans de relance. Merci Yacine. Et maintenant, on passe à la démo. Optimisez votre trésorerie et accélérez vos encaissements. Voilà l'objectif central de notre module de recouvrement Dunning V2. Cette vidéo vous guide à travers la configuration initiale, une étape déterminante pour établir une stratégie de relance client personnalisée et performante. La toute première étape consiste à définir le mode de fonctionnement de Dunning V2. Ce choix initial va structurer l'ensemble de votre processus de relance. Deux approches principales s'offrent à vous. En optant pour le mode invoice, chaque facture impayée déclenchera son propre plan de relance basé sur sa date d'échéance spécifique. C'est la solution idéale pour un suivi très précis de chaque créance et une personnalisation poussée des scénarios de relance par facture. Le mode Customer centralise la relance au niveau du client. Un plan de recouvrement unique est appliqué à chaque client en fonction du montant total de l'ensemble de ses factures échues. Ce mode est particulièrement adapté à une gestion globale des comptes clients et à une approche de relance consolidée. Attention, point déterminant, le mode de fonctionnement que vous sélectionnez ici est définitif, dès lors que des plans de relance sont en cours ou en pause. Il est donc essentiel de bien analyser la stratégie la plus adaptée à votre organisation avant de prendre votre décision. Pour une gestion encore plus fine et personnalisée, notre module vous permet également de configurer les différentes raisons pour lesquelles un plan de relance peut être mis en pause ou définitivement arrêté. De plus, vous pouvez attribuer des couleurs spécifiques aux différents statuts de relance, ce qui facilite grandement la visualisation et le suivi de l'état de vos actions de recouvrement. Une fois ces paramètres initiaux définis, vous avez établi les bases de votre stratégie de recouvrement avec Dunning V2. Passons maintenant à l'étape suivante, la création et la mise en œuvre d'une politique de relance client concrète. Nous allons maintenant explorer la création d'une politique de recouvrement concrète au sein de Dunning V2. Notre exemple sera la politique nommée Policy Business 150. Le premier élément déterminant de la configuration d'une politique de recouvrement est le minimum balance to initiate Dunning, fixé ici à 1 000 €. Il s'agit de la condition financière d'entrée dans le processus de recouvrement pour cette politique. En d'autres termes, le plan de relance ne sera déclenché pour un client que si le montant total de ses factures impayées atteint ou dépasse 1 000 €. Ce seuil permet de cibler les créances significatives et d'éviter de solliciter les clients pour des montants mineurs. Notons également la possibilité d'attacher automatiquement la facture aux emails de relance, ce qui favorise la transparence et facilite le paiement pour le client. Examinons maintenant la logique de progression des niveaux de relance, définie dans la section Determine Dunning Level By. Nous avons l'option Day Overdue and Balance Threshold. Cela signifie que l'avancement dans les différents niveaux de relance est basé sur le nombre de jours de retard du niveau par rapport à la date de création du plan de relance et sur le montant minimum amount du niveau aussi. Et l'option Day Overdue est sélectionnée sans définition de seuil minimum de balance significative à chaque niveau, au-delà de 0. Le système exécutera les niveaux de relance de manière séquentielle tant que le solde impayé du client est supérieur à 0. Il est crucial de comprendre la subtilité liée à la configuration des montants minimums par niveau. L'option Day Overdue and Balance Threshold permet de combiner l'ancienneté de la dette avec un montant minimum à recouvrer à chaque étape. Cela introduit une condition de sortie potentielle anticipée à chaque niveau. Si le montant restant à recouvrer devient inférieur au seuil défini pour ce niveau, le système peut considérer l'étape comme atteinte, même sans paiement intégral ou adapter les actions suivantes. L'exemple précédent mentionnait un seuil de sortie de 150 €, ce qui illustre cette possibilité. La section Applies to est fondamentale pour définir le public cible de cette politique de recouvrement. Actuellement, elle est configurée avec la condition Company equals yes.
Cela signifie que cette politique s'applique exclusivement aux clients enregistrés comme des entreprises. Notre module de Ning V2 offre une grande souplesse dans la segmentation des politiques de relance. Au-delà du type de client, entreprise ou particulier, il est possible de créer des politiques distinctes en fonction de la catégorie de crédit du client, de sa catégorie client par exemple grand compte PME, de son mode de paiement habituel ou encore d'une segmentation plus fine entre clients individuels et entreprises. Cette granularité permet d'adapter précisément l'approche de recouvrement au profil et au comportement de chaque segment de clientèle. Abordons maintenant la définition des Dunning Levels, qui correspond aux étapes concrètes du processus de relance. Dans cet exemple, nous avons 4 niveaux, level 1, level 2, level 3 et level 4. Chaque niveau est associé à un délai en jours de retard global du client, 0, 1 et 2 jours. Il est important de souligner que ce délai indique le moment où le niveau devient actif, en fonction de la création du plan de relance. Examinons en détail les actions définies pour chaque niveau. Level 1, 0 jours de retard. La première action est un envoi automatique d'email le jour de la création du plan de relance. L'objectif est d'informer rapidement le client de l'impayé et de l'encourager à régulariser sa situation. Level 2, 1 jour de retard. Le deuxième niveau est une étape manuelle. Le plan de relance est mis en pause, ce qui nécessite une intervention humaine. Cela peut impliquer une vérification de la situation par un chargé de recouvrement, une tentative de contact téléphonique personnalisée. Le plan reste en suspens jusqu'à l'enregistrement d'une action manuelle dans le système. Level 3. 2 jours de retard. Au troisième niveau, nous avons l'exécution d'un script automatique. Le contenu exact de ce script est défini par l'intégrateur ou l'administrateur d'OpenCell. Dans cet exemple, il s'agit de la suspension de la souscription du client. C'est une mesure plus contraignante pour inciter au paiement. Level 4. 2 jours de retard. Le dernier niveau prévoit une action automatique, un dernier envoi d'email. Ce message final a pour but d'informer le client des conséquences imminentes en cas de non-paiement, comme la transmission du dossier au service contentieux dans un délai précis. La colonne End of Dunning indique la condition de sortie de chaque niveau. La croix rouge pour les 3 premiers niveaux signifie que si le paiement n'est pas enregistré, le système passe automatiquement au niveau de relance suivant lorsque le délai correspondant est atteint. En revanche, le level 4 affiche une coche verte. Cela signifie qu'une fois ce dernier niveau atteint et les actions associées exécutées, le plan de relance prend fin pour cette politique spécifique, même si le paiement n'a pas été effectué. Il est absolument essentiel de bien saisir la philosophie de notre module de Ning V2. Concernant la notion de succès et d'échec du recouvrement, le véritable succès de notre processus de relance se concrétise par l'encaissement effectif de la créance, même si toutes les étapes configurées ont été scrupuleusement respectées, de l'email initial à la suspension du service et à l'ultime avertissement. L'absence de paiement est considérée comme un échec de recouvrement dans le cadre de cette politique. L'arrivée au dernier niveau de relance sans paiement signifie que les actions prédéfinies dans cette politique pour ce client ont été épuisées. D'autres procédures de recouvrement, par exemple judiciaires, peuvent alors être envisagées en dehors de ce flux automatisé. Maintenant que nous avons une vision claire de la configuration d'une politique de recouvrement, voyons comment elle se traduit concrètement dans le parcours d'un client confronté à un impayé. Dans notre exemple, le solde impayé du Customer Account a dépassé le montant minimum défini pour déclencher la politique de recouvrement. Nous avons donc créé une instance de la politique pour ce client. À ce stade, aucun niveau de relance n'a encore été exécuté, mais le système a précalculé les dates d'échéance pour chaque niveau. Pour une transparence totale, nous affichons une liste détaillée des factures incluses dans ce plan de relance. Cette liste exclut les factures qui ont déjà été payées, celles qui sont en litige, celles qui ne sont pas encore validées et celles qui ne sont pas encore échues. Cette vue d'ensemble permet de comprendre précisément quelles factures sont concernées par le recouvrement et d'accéder rapidement aux informations pertinentes. Une fois le plan de relance créé, l'exécution des niveaux se déroule comme suit. Les niveaux automatiques sont exécutés à leur date d'échéance, sans intervention nécessaire. En revanche, les niveaux manuels nécessitent une action de la part d'un opérateur qui doit valider ou ignorer l'action proposée. Voilà le résultat du premier niveau exécuté et le mail envoyé à notre client. Après un email, notre chargé de recouvrement a appelé le client et a marqué l'action comme done, ce qui l'a incité à payer ses factures. Malgré un petit solde restant, notre politique a considéré le plan de relance comme un succès. OpenCell a automatiquement marqué les actions restantes comme ignorées, clôturant le plan comme réussi. Les exemples illustrent la logique des plans de relance d'OpenCell, des actions manuelles et automatiques gérées intelligemment et de manière flexible. Parfait. Merci à Nolwenn pour le voice-over. Et donc voilà qui clôture donc la session de démo.
Et Opti- nous allons passer maintenant à la session de questions et réponses. Je vois qu'il y a déjà eu un certain nombre de questions qui ont été posées dans la section Q&R. Alors, on va commencer par les plus anciennes. Dans l'optique d'une solution SaaS, full SaaS, avez-vous prévu dans la roadmap des niveaux de licence différents avec des packs de fonctionnalités? Exemple, OpenCell version complète, version simplifiée, etc. Alors, j'ai pas l'information exacte, mais il me semble que oui, il y a des niveaux de licence, il y aurait des niveaux de licence différents, mais c'est plutôt au niveau de la, plus que sur le scope fonctionnel d'OpenCell, c'est plus sur le niveau de service. À quel point le client va être accompagné dans son utilisation d'OpenCell. C'est plutôt dans ce sens-là, mais ça, faudra plutôt poser la question à Reynald, donc le responsable du Customer Success, qui devrait pouvoir vous répondre. Question suivante. Quel est le statut RGA d'Apollo 2? Est-ce que les deux jeux d'écran existants et Apollo 2 seront compatibles RGA ou juste Apollo 2? Alors, on a déjà fait des efforts. On a un plan RGA qui a été mis en place pour nos écrans donc, existants dans le portail. Les éléments qui ont été mis en place sur ces écrans ont été reportés sur les écrans Apollo, donc, notamment tout ce qui est les ARIA labels, je cite les éléments que j'ai en tête, les contrastes de couleurs, ce genre de choses. Pour être totalement honnête, nous n'avons pas encore fait, nous n'avons pas testé encore nos écrans Apollo par rapport à RGA. C'est quelque chose qui est prévu. Nous allons le faire et évidemment, nous allons essayer d'atteindre une note RGA acceptable. Une autre question, est-ce possible ou prévu dans le futur de segmenter la politique de recouvrement par offre? Yacine, je vais te laisser répondre à cette question. Ouais, sachant que nos factures peuvent intégrer, il faut remonter à la facture et l'une ligne de facture pour trouver les offres. Pour l'instant, c'est pas prévu de segmenter une politique de relance basée sur une offre donnée. C'est pas du tout, enfin, ça demande une bonne réflexion avant de répondre facilement par oui, c'est prévu. C'est pas prévu pour l'instant de faire ça. Ok, merci Yacine. Question suivante. Pendant combien de temps le bouton de retour à l'ancien design va-t-il perdurer? À mettre en relation avec la question d'après, qui est quelles informations ne sont plus disponibles dans la nouvelle interface avec Apollo 2 et qu'il faudra basculer sur l'ancienne version pour y avoir accès. Alors, le bouton qui permet de passer d'une interface à l'autre risque de rester quand même un certain temps, parce que le premier objectif, enfin un des objectifs des nouveaux écrans, c'est de simplifier l'expérience client. Donc il y a un certain nombre de champs qui sont considérés comme des champs, on va dire, avancés, qui sont peut-être pas disponibles immédiatement dans les écrans Apollo 2. Après, nous, notre objectif, c'est quand même d'avoir une seule version des écrans. On ne va pas vous cacher que maintenir deux versions du même écran, ça a un coût. Et donc, dans la mesure du possible, on va essayer de tout transférer sur les écrans Apollo, mais avec une organisation qui fait que pour les utilisateurs, disons, qui ont des besoins moins complexes, ça ne va pas leur parasiter leur expérience avec des champs qui n'ont pas besoin. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'on a en tête avec ces nouvelles interfaces. C'est pour les clients avec les utilisateurs avec des besoins simples, l'écran doit rester simple, mais laisser la possibilité aux autres utilisateurs avec des besoins plus complexes de pouvoir aussi bénéficier des nouveaux écrans. On a une question sur l'UBL. Comment pouvez-vous garantir la conformité avec le format UBL V2? Quels sont les outils utilisés?
Alors, j'ai pas le nom de l'outil, hélas. C'était un outil qui était mis à disposition par Ceres. Ceres, c'est DocaPost. C'est eux qui s'occupent donc de la facturation électronique pour la poste, qui sert de PDP notamment. Et c'est en utilisant leur outil qu'on peut valider la conformité de nos UBL. Et évidemment, DocaPost, CRS, ils gèrent les extensions France. Le web checker. Merci Romain. Est-ce que le portail bleu disparaîtra complètement avec l'arrivée d'Apollo 2? Non, toujours pas. Parce qu'il y a toujours des fonctionnalités nécessaires qui sont dans le portail bleu. On espère pouvoir les migrer le plus rapidement possible. Mais par exemple, si, on peut penser à la gestion des jobs, qui n'est toujours pas portée sur notre portail rouge, qui reste dans le bleu, et certains écrans de configuration qui sont toujours là-bas, notamment tout ce qui est, on va dire, assez très technique, tout ce qui est notification, script, instance d'OpenCell, les custom fields et tout ça. Pour l'instant, c'est toujours dans le portail bleu. Tant qu'on n'aura pas porté tous ces écrans de configuration qui sont importants, dont on ne peut pas se passer, sur le portail rouge, le portail bleu va perdurer. Voilà. Mais petit à petit, on enlève des fonctionnalités dedans. Tout ce qui est disponible dans le portail rouge disparaît du portail bleu. Yacine, il y a une autre question par rapport au dunning. Bonjour, j'ai compris que le seuil de relance est à définir pour chacun des niveaux, en plus du niveau de déclenchement. Point d'interrogation. Pouvez-vous repréciser les deux options, Days Overdue et Threshold? Yacine. Oui, j'étais en train de relire la question de Mohamed. En fait, le dunning, il offre les deux options. Soit on va utiliser ces niveaux, ces seuils, c'est-à-dire des valeurs, des montants, des minimum amount posés sur chacun de niveau de relance ou level, soit on peut les ignorer complètement. C'est-à-dire, au moment de la définition, on a défini 1000 euros comme condition d'entrée. Et après, on a choisi comment on va traiter les levels. Donc, on a deux choix, soit juste par overdue, days overdue, c'est-à-dire le nombre de jours. Et comme ça, l'algorithme, il va exécuter un par un et attendre que la dette soit totalement effacée, zéro. Ça veut dire le niveau 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Tant qu'il y a un euro échu, il va le poursuivre. Il va s'arrêter quand c'est zéro. Si on choisit la deuxième option qui s'appelle Days Overdue et Level Threshold, ça veut dire qu'il va à chaque fois checker. Et l'exemple qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur tous les levels 150 euros. Le client a payé, mais il a laissé 129 euros. Et nous, on est allé plus loin. Ça veut dire que pas seulement il n'a pas exécuté, mais il a vu que ce qui reste en entier, c'est inférieur à 150. Il a clôturé en tant que réussite. Donc, le déclenchement, c'est-à-dire, c'est ça la notion qui est très importante, c'est il y a la création, l'entrée dans le dunning, c'est 1000 euros. Ça, c'est une condition sine qua non. On utilise en premier lieu pour créer un plan de relance. Et on va la définir, que ce soit par client ou par invoice, c'est la même chose. On va définir un montant pour rentrer dans la. Après l'exécution des niveaux, elle est sujette soit à une vérification de montant par niveau, ou on va exécuter la totalité. Donc, et nous, on l'a utilisé comme une condition de sortie. Et c'est ça l'intelligence, c'est que si on met 1000 euros pour entrer et on veut qu'à 150 il sort, on va mettre 150 sur tous les niveaux. Comme ça, dès qu'il est au moins de 150, tous les niveaux qui restent, ils vont être ignorés et on va dire que ce niveau, il est une réussite. Donc, le niveau de déclenchement, il rentre en jeu juste à la création. Si ça, ma réponse, elle est claire. Et
Merci Yacine. Tu as le droit à un pouce. Je pense que ta Merci. réponse était claire. Merci. J'ai une dernière question. Est-ce que l'évolution sur la piste d'audit pour tracer le détail des modifications contenues des champs modifiés est incluse dans la V17? Sinon, quand est-elle prévue? Oui, elle est incluse dans la V17. D'ailleurs, ça a déjà été mis en place sur les écrans, notamment les écrans Apollo, où on a une section tout en bas qui s'appelle Activité qui reprend ces informations de façon assez succincte. Il y a beaucoup plus d'informations dans la base de données. On a vraiment le avant-après sur les champs qui sont modifiés. On a un paramétrage qui permet de dire vraiment quel champ on veut surveiller, parce qu'évidemment, si on veut surveiller tous les champs de tous les objets, c'est intenable et ça fait exploser la base de données, hein, on va pas vous mentir. Donc il faut bien cibler les champs qu'on veut surveiller, par exemple un statut d'une souscription, la modification d'un champ critique, par exemple, ça pourrait être les coordonnées bancaires ou des choses comme ça, qu'on veut vraiment savoir qui l'a modifié, quand, avec quelle valeur. Ça, c'est possible. Et sur les écrans qui sont non Apollo, on a déjà ça sur a priori les écrans de facture. On a rajouté aussi cette piste d'audit, mais on est capable d'auditer en fait toutes les entités d'OpenCell. Petit à petit, on va les rajouter sur les écrans. Mais c'est déjà tout est déjà disponible par API et en base de données. Voilà, je n'ai plus d'autres questions. Avez-vous des questions supplémentaires? Non, pas d'autres questions. Donc, de toute façon, si vous avez d'autres questions par la suite, vous savez très bien comment nous contacter. N'hésitez pas à soit à travers le support, soit à travers les consultants avec qui vous êtes en contact. Toute l'équipe d'OpenCell et moi-même, nous vous remercions pour votre présence assidue et nous vous souhaitons une excellente fin de journée.